Bien, bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier le Forum Nogentais en partenariat avec 94 citoyens d'avoir permis ce temps de débat. C'est le seul d'ailleurs sous cette forme dans le département du Val-de-Marne. Donc je voudrais saluer cette initiative. Évidemment, dire quelques mots sur ce qui s'est passé le 13 novembre dernier qui a profondément touché tous les Français et les Franciliens en particulier. Évidemment, l'horreur de ces attentats, les cibles qui étaient visées, le nombre de personnes tuées ou blessées. Nous avons franchi un pas dans l'horreur et évidemment, nous sommes tous choqués. Malgré cette émotion, il est, je crois, indispensable de reprendre le cours de la campagne. Il est indispensable, ne serait-ce que pour une seule raison, c'est-à-dire de montrer à ceux qui ont voulu nous atteindre à travers ces attentats que nous restons ce que nous sommes. Et nous sommes, en France, un pays démocratique qui a des institutions et qui fait fonctionner ces institutions. Cette élection, évidemment, elle intervient peut-être trop tôt par rapport aux attentats du 13 novembre, mais il était important de maintenir la date de ces élections et de maintenir le débat démocratique pour justement montrer que nous ne plions pas et nous ne cédons pas par rapport à l'horreur de ce qui s'est passé. Personnellement, je regrette l'absence du candidat socialiste. Nous sommes tous émus. Il n'y a pas une personne plus qu'une autre qui est émue par ce qui s'est passé le 13 novembre. Nous sommes là pour débattre et il aurait été utile... Il aurait été utile que le représentant de l'exécutif actuel, enfin en tout cas un des représentants de l'exécutif actuel, soit présent pour défendre le bilan. J'estime personnellement que l'absence de M. Drey ce soir ressemble à une dérobade. Vous m'avez demandé... Vous m'avez demandé de me présenter comme les autres candidats, donc je vais évidemment le faire. Je suis Laurent Lafont, conseiller régional depuis 2004, également maire de Vincennes et tête de liste dans le Val-de-Marne de la liste conduite au niveau régional par Valérie Pécresse, qui est une liste d'union avec mes amis républicains, Modem et UDI, dont les colistiers sont nombreux dans la salle et que je salue collectivement. Et le temps étant imparti, je ne vais pas les saluer individuellement, mais je les remercie de leur présence. Deux mots sur mon parcours personnel. D'abord, je viens aussi du privé. Je suis à l'origine consultant et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le privé. Et à un moment, je me suis engagé dans ma ville, parce que là aussi, c'est un acte citoyen et qui est tout à fait nécessaire pour faire vivre la vie démocratique. Et avec mes mandats, j'ai quand même tenu à avoir une activité professionnelle. Je ne suis plus consultant, mais je suis enseignant au CNAM parce qu'il me paraît important, quand on a des responsabilités électives, de garder aussi un pied dans la vie professionnelle pour ne pas être uniquement dans un cénacle. Je suis donc conseiller régional depuis 2004, j'allais dire malheureusement dans l'opposition, depuis 2004, et comme un certain nombre de mes collègues, j'observe ce qui est fait depuis maintenant 17 ans par l'exécutif actuel et qui, et là j'en viens aux enjeux de cette élection sur lequel nous allons débattre ce soir. Une élection, c'est d'abord s'interroger sur un bilan, sur ce qui a été fait et de se dire est-ce qu'on continue dans cette direction ou est-ce que, de par le jeu de l'alternance démocratique, on souhaite donner une nouvelle orientation au Conseil régional. Je suis personnellement convaincu que la région a un vrai rôle à jouer dans les compétences qui sont les siennes, pas dans celles qui ne lui sont pas attribuées par la loi, mais dans celles qui sont les siennes, que vous avez citées à plusieurs reprises. D'abord sur la question du transport, ensuite sur la question de l'emploi et de la formation qui est étroitement liée, sur une question qui n'a pas été abordée jusqu'à présent, mais qui en Île-de-France est centrale, la question du logement, et puis sur un dernier point qui... concernant notre département a aussi toute son importance, c'est la question de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de cette région Île-de-France. Et moi, je voudrais, au début de ce débat, tout simplement poser des questions pour s'interroger sur ce bilan, poser à vous-même et à tous les électeurs. Est-ce que en Île-de-France, on peut être satisfait en 2015 du réseau de transport tel qu'il existe? Est-ce que les conditions de déplacement par le transport
en commun, bien entendu, mais aussi par le transport routier, sont satisfaisants dans une région telle que la nôtre aujourd'hui? Est-ce qu'ils participent de manière positive à la qualité de vie des Franciliens? Est-ce que notre région, qui est pourtant la première région au point de vue économique en France, qui est une région moteur en France et en Europe, peut se satisfaire d'avoir le nombre de chômeurs qu'elle a, peut constater d'année en année que les jeunes, malgré leur formation, ou a fortiori ceux qui sont sortis du système scolaire, se retrouvent dans la difficulté? Est-ce que nous estimons collectivement que les conditions de logement en Île-de-France sont satisfaisantes, quel que soit son lieu de résidence, quelle que soit sa catégorie sociale? Est-ce qu'on peut objectivement, sereinement dire que nous sommes bien logés en Île-de-France? Est-ce que nous pouvons considérer que l'aménagement de l'Île-de-France tel qu'il a été conçu, avec bien sûr Paris, la capitale historique, mais les territoires autour de Paris qui se sont développés, est-ce qu'on a une construction équilibrée de l'Île-de-France? Est-ce que l'Est parisien dans lequel nous sommes a bénéficié des mêmes atouts, des mêmes soutiens que l'Ouest parisien? Toutes ces questions sont au cœur évidemment de la campagne, et sur ces différents points, Valérie Pécresse et l'ensemble de ses colistiers, nous répondons très clairement que non. Les réponses n'ont pas été apportées depuis 17 ans par la majorité qui est la même, qui est une majorité composite, socialiste, verte et communiste, qui dirige notre région, qui a eu tout le temps et donc tous les moyens pour faire de la région Île-de-France autre chose, et qui, malheureusement, sur ces différents sujets, qui sont pourtant centraux dans la vie quotidienne des Franciliens, n'a pas apporté des réponses positives. Le temps de l'alternance est venu, et c'est dans cet esprit que nous nous présentons. Bien, en 3 minutes, c'est pas évident de rentrer trop dans le détail. Moi, je voudrais dire 2-3 mots sur ce qui nous caractérise dans cette démarche. D'abord, dans les temps qui courent, il y a une suspicion forte sur l'efficacité des politiques publiques. Et nous, ce que nous voulons mettre l'accent à travers cette campagne, c'est que nous devons être efficaces sur les sujets qui ont été abordés, ne plus se gargariser de mots, mais aller dans les résultats. En matière de transport, bon, si tout va bien en matière de transport en Île-de-France, je veux bien, je vais citer juste quelques exemples dans le Val-de-Marne, pour lequel la responsabilité de l'exécutif actuel, dans sa diversité socialiste, communiste et verte, est pleinement engagée. Demain, nous serons sur le terrain pour la future gare Brie-Villiers-Champigny, pour lequel il n'y a pas de connexion prévue entre le RER et la future gare de la ligne 15. On sait que la pertinence et l'efficacité de la ligne 15, c'est aussi les connexions avec les autres restants. Il y a quelques jours, nous étions à Villeneuve-Saint-Georges, à Villeneuve-le-Roi, à Villeneuve-Saint-Georges, où nous avons fait, comme tous les gens qui passent par Villeneuve-Saint-Georges le matin, 1h15 de bouchon, parce qu'il n'y a pas eu un pont créé au-dessus de la Seine à ce niveau-là. Non, ce n'est pas une question de compétence. C'est pour une raison très simple. C'est parce que les Verts, quand ils sont arrivés dans l'exécutif, ont obtenu des socialistes et des communistes de geler tous les crédits en matière de voirie. Et il faut assumer ses choix et ses responsabilités. C'est le choix que vous avez fait. Nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Je ne prendrai pas l'exemple ici, à quelques mètres du bouchon fameux de Nogent, qui résulte exactement de la même logique. On pourrait parler en matière de transport, et sans tomber dans l'excès, sans tomber dans les propos démagogiques, des questions de sécurité aussi. Vous avez dit, Monsieur Cerne, que c'était une de vos préoccupations actuelles. Je vous fais évidemment confiance pour le fait que ce soit une de vos préoccupations actuelles, mais il aurait été bien que ce soit une de vos préoccupations depuis un temps plus ancien que la semaine dernière. Nous avons abordé, il y a plusieurs mois, suite aux attentats de janvier, parce qu'on a eu ces échanges au sein de l'institution régionale, nous avons abordé cette question de la sécurité dans les transports. Je me souviens très bien des échanges à ce moment-là. Tout ce qui était mesures concrètes en matière d'amélioration de la sécurité dans les transports était vécu comme quelque chose de discriminant, d'atteinte aux libertés publiques, etc. Donc il est normal aussi que nous abordions ces sujets. Je voudrais aussi parler en 15 secondes, plus les 15 secondes que vous m'avez octroyées, en 30 secondes, de la question du rééquilibrage Est-Ouest. Parce que ça, c'est une vraie problématique en Val-de-Marne. On a besoin de faire venir des emplois.
On a besoin, si on veut, éviter que les Val-de-Marnais soient obligés d'aller chercher l'emploi à l'ouest de Paris, de faire venir les emplois ici. Et c'est aussi une problématique que nous avons. Écoutez, en 3 minutes, c'est difficile de répondre à tout. Donc, je vais essayer déjà de répondre à la principale, me semble-t-il, qui a été évoquée par 2 personnes, qui est la question du logement. Question qui a été abordée à travers l'aménagement autour des gares et puis à travers plus généralement l'aide à la construction de logements. D'abord, tout à l'heure, monsieur, vous disiez que l'objectif des 70 000 logements, qui est effectivement un objectif qu'avait annoncé Nicolas Sarkozy, alors président de la République, mais qui était aussi partagé par l'exécutif régional, puisque dans le SDRIF, on est sur un objectif de 65 000 logements. Vous disiez que c'est 70 000 finalement. Vous disiez que cet objectif n'a jamais atteint. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous y étions quasiment en 2012. Nous n'y sommes plus depuis 2012, notamment parce que les mesures prises par la ministre de l'époque, Madame Duflot, pour lequel Manuel Valls est revenu à plusieurs reprises dessus, ont complètement freiné la construction en France et en particulier en Île-de-France. La position de Valérie Pécresse, effectivement, a été de dire que la région continuera d'aider le logement social. Logement social très social et le PLUS également, mais effectivement en le concentrant sur les villes qui n'ont pas les 25% et dire qu'on veut du logement social n'est pas opposé à dire aussi qu'il faut un équilibre sur l'ensemble des territoires et que certaines villes qui ont une concentration de logements sociaux n'ont pas forcément, pour des questions de fonctionnement de ces villes, besoin d'en construire davantage et qu'en l'occurrence, il faut davantage aider celles qui ne sont pas à l'objectif légal des 25%. C'est l'esprit. Ce que dit Valérie Pécresse aussi, c'est de dire qu'il y a bien sûr la question du logement social, mais il n'y a pas que le logement social, il y a aussi le logement intermédiaire. Il y a quelques années, la région finançait du logement intermédiaire et je crois que ça remonte à 2011 ou 2012, une délibération de la région qui a décidé de supprimer complètement l'aide de la région en matière de logement intermédiaire, rompant ainsi la chaîne du logement, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir offrir un parcours résidentiel qui va du logement social jusqu'à l'acquisition pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent. Je reviens juste un mot sur les gares. Je ne suis pas sûr que c'était le sens de votre question, mais quoique un peu. Il y a un vrai enjeu, évidemment, autour de l'aménagement des gares, sur la question d'équilibre emploi-habitat, parce qu'il ne faut pas que les aménagements autour des gares dans le Val-de-Marne soient uniquement concentrés autour du logement. Nous avons besoin aussi d'accueillir des entreprises, comme je le disais tout à l'heure. Néanmoins, bien entendu, il faut trouver cet équilibre et faire en sorte qu'il y ait aussi des logements à côté des gares et être très vigilant à la tentation très forte qui est celle du gouvernement actuellement, donc qui est celle aussi défendue par les gens qui sont à ma droite, de faire en sorte que ce ne soit plus... Oui, mais vous êtes dans la même majorité à la région, donc vous m'expliquerez ce paradoxe à un moment. De faire en sorte que ce ne soit pas l'État qui prenne la main sur l'aménagement des gares, mais que ce soit bien les collectivités qui en assurent la conception et la réalisation. Bien, je commencerai par la première question sur la présence des femmes ou l'absence autour de la table. Désolé d'être ce qu'on est, mais si vous accordez, et je crois le comprendre, l'importance au fait que les femmes prennent des responsabilités, ce que je partage entièrement, je ne peux que vous inviter à bien regarder quels seront les candidats au second tour en mesure d'être président de la région Île-de-France. Vous verrez, il n'y aura qu'une femme, elle s'appelle Valérie Pécresse. Donc, comme vous êtes sensible à ça, je suis sûr que ça vous donnera un argument supplémentaire parce que ce serait effectivement un beau symbole que la première région de France soit présidée par une femme. Sur l'emploi dont on a finalement peu parlé, moi je voudrais faire d'abord une remarque préalable, qui est une remarque extrêmement importante. C'est de dire que l'emploi, ce qui les crée, ce sont les entreprises. Et que la première responsabilité de la région Île-de-France, ce qu'elle n'a pas fait, c'est d'établir un dialogue constructif et réel avec les entreprises dans leur diversité, et notamment, ce qui est extrêmement important en Île-de-France, le tissu de PME et d'artisans qui créent de l'emploi et qui ont un potentiel de création. Alors on a fait un certain nombre de propositions très concrètes qu'il est difficile de résumer en quelques secondes. Je voudrais en signer quelques-unes. D'abord, par rapport aux jeunes, de financer
l'apprentissage du code de la route, parce qu'on sait que c'est une dépense, et que c'est aussi un frein d'accès à l'emploi pour un certain nombre de jeunes qui ne peuvent pas se déplacer en Île-de-France, de favoriser les stages et de faire un espèce de donnant-donnant avec les entreprises. Une entreprise qui reçoit un financement de la région doit s'engager à prendre un jeune en stage, d'aider la trésorerie des PME, parce qu'on sait que c'est une des difficultés, de monter un partenariat, là aussi, avec la Banque publique d'investissement, pour faire en sorte que les PME qui ont des difficultés de trésorerie puissent trouver des financements et franchir les paliers parfois difficiles qu'ils ont, notamment dans la montée en puissance liée à de la création d'emplois. Vous parliez des seniors, monsieur, vous avez bien raison, et de l'apprentissage en même temps. L'apprentissage, ce serait un vrai élément aussi de discussion et de débat entre nous, parce que quand on regarde, j'ai le souvenir, moi j'étais dans cette même salle en 2010, la majorité de gauche annonçait un objectif de 100 000 apprentis par an dans les CFA d'Île-de-France. On est très loin des 100 000, on n'arrive pas à avoir les chiffres précis d'ailleurs, je pense qu'on est autour de 60 000. C'est-à-dire que là aussi, le bilan n'est pas bon, et il n'est pas bon parce que notamment le lien entre entreprise et région ne s'est pas fait de manière suffisamment constructive pour adapter les CFA aux besoins réels de l'économie. Nous avons proposé quelque chose de très concret, par exemple en matière de CFA, puisque malheureusement ils ne sont pas pleins aujourd'hui, d'ouvrir les CFA. Bien sûr, de les réserver aux jeunes, mais d'ouvrir aussi les CFA aux seniors qui peuvent avoir des problématiques d'emploi, et de faire en sorte que la capacité à former, grâce à la qualité des enseignants notamment, dans les CFA, soit aussi tournée vers les seniors, ceux qui peuvent être dans un processus de reconversion, de recherche d'emploi. Je disais tout à l'heure que nos concitoyens attendent de l'efficacité, mais pour être efficace, il faut être aussi crédible, et c'est là-dessus que je voudrais terminer à travers 2 remarques. La première, c'est que nous sommes crédibles dans notre démarche, et nous, contrairement à d'autres, c'est la même liste qui est présentée aux électeurs au premier tour, qui sera présentée aux électeurs au second tour. Il n'y aura pas de tripatouillage de listes entre les 2 tours, de petits accointements entre copains faits entre le dimanche et le mardi matin. Et le deuxième élément de crédibilité de notre démarche, c'est le point sur la question du financement, qui est effectivement central, et je me l'étais gardé en conclusion. Parce que ne nous leurrons pas, ce n'est pas de l'État que nous obtiendrons une aide dans les années à venir pour financer les indispensables projets que la région doit porter. C'est d'une volonté en interne de dégager, à partir des moyens actuels de la région, les moyens nécessaires de financer notre politique publique. Je prendrai que 2-3 exemples, mais ils sont tellement symboliques. Le débat lancinant depuis des années au sein de l'exécutif de gauche, en se disant « ça serait peut-être bien qu'on déplace le siège de la région en dehors des plus beaux quartiers de Paris ». Ça fait 10 ans qu'on en parle, aucune décision n'a été prise. Nous le ferons, c'est inscrit dans notre programme, et nous le ferons non pas pour s'installer dans le 7e, le 8e ou le 5e arrondissement de Paris, mais pour s'installer au-delà du périphérique, en Seine-Saint-Denis ou en Val-de-Marne, ce qui serait un très bon choix. Il y a aussi toute une politique volontaire à mener pour rebalayer la politique de subvention. On sait que la région fonctionne à guichet ouvert, que les contrôles sont très insuffisants, que l'argent est dispersé, il faudra le faire. Il faudra aussi maintenir ce que n'a pas fait la gauche en exercice, maintenir les effectifs, puisque entre 2004 et aujourd'hui, il y a eu 800 créations de postes qui n'étaient pas dues à des transferts de compétences, uniquement par des choix internes. Nous nous engageons à maintenir les effectifs et à ne pas remplacer un départ sur 2 à la retraite. Bref, il faudra faire preuve de crédibilité, mais aussi de beaucoup de volonté.